Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, avec l'émission Vive la Sociale. Ce soir, pour la 4e fois, nous invitons l'équipe de rédaction de la revue pratique Les Cahiers de la médecine utopique à occuper l'antenne pour qu'elle y mène elle-même le débat sur le sujet et avec les participants de son choix. Nous informons d'ailleurs les auditeurs que Vive la Sociale compte céder régulièrement son temps d'antenne du 3e jeudi du mois à cette équipe, qui proposera alors sa propre émission sous le nom de Les Voix de la médecine utopique. Vous retrouverez donc Vive la Sociale le 1er jeudi du mois seulement, de 19h à 20h30, ou lors de la rediffusion le lundi suivant, de 8h à 9h30. Nous vous rappelons quand même que nos émissions sont réécoutables et téléchargeables à tout moment sur le site de vivelasociale.org. Je cède donc maintenant l'animation de l'émission à Anne et Frédéric de la revue Pratique. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la situation de la psychiatrie en compagnie de Pierre Parésis, psychiatre, Féti Bretel, psychiatre également, Jean Vigne, infirmier psychiatrique, qui seront interpellés par Frédéric Pierru, sociologue et politiste. Frédéric, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, c'est une émission sur la psychiatrie, donc un sujet brûlant, puisque encore très récemment, le secteur psychiatrique, le monde de la psychiatrie a été agité par des mouvements sociaux puissants, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray et Damien. Et donc, l'idée de cette émission, c'est de faire un peu l'histoire de cette crise. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, à partir d'une excellente idée qui était l'idée de la sectorisation psychiatrique, et on expliquera aux auditeurs et auditrices ce que cela veut dire, et comment cette bonne idée a fini par se retourner contre elle-même dès lors qu'elle a été accaparée par les pouvoirs publics, et notamment le ministère des Finances, et qui a mené, je dirais, à une forme de catastrophe actuelle, avec cette idée aussi peut-être à souligner que il ne faudrait pas reproduire à l'échelle du système de santé les erreurs qui ont été commises, les erreurs de gestion et les erreurs politiques qui ont été commises dans le secteur psychiatrique. Alors je vais donc laisser la parole aux invités pour se présenter, qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc on peut commencer par Jean, par l'infirmier psychiatrique. Oui, Jean Vigne, dinosaure. Enfin, je suis, comme on dit pudiquement, cadre en voie d'extinction. Donc j'étais infirmier de secteur psychiatrique. C'est une formation qui a été supprimée en 91. Ça fait partie des différentes attaques qu'il y a eu sur le secteur. J'ai exercé en situation clinique pendant une trentaine d'années et j'ai été animateur d'un syndicat Sud Santé Sociaux pendant 10 ans au niveau fédéral, et notamment sur l'animation des groupes psy à l'intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, je suis retraité, mais je continue à être actif dans l'agitation sociale. Merci beaucoup, Jean. Féti ? Oui, bonsoir. Moi, Féti Bretel, je suis psychiatre de 42 ans. J'ai été formé à l'hôpital du Rouvray, où je suis devenu praticien hospitalier à la fin des années 2000. Et moi, j'ai eu une pratique très ambulatoire, et je me suis, je dirais, politisé à partir de ma pratique à l'hôpital. Constatant la dégradation des soins hors les murs de l'hôpital, ce qui m'a amené finalement, actuellement je suis en disponibilité, et donc j'ai une pratique en clinique privée dans un hôpital de jour. Voilà, mais comme
Quand j'écris dans la revue pratique, je me décris comme psychiatre en transition. Donc en transition, ça veut dire qu'avec quelques-uns par ici à Rouen, on réfléchit, on travaille à la mise en place d'une forme de service public citoyen qui devrait, dont on voudrait qu'il puisse répondre aux besoins de la population avec les principes du secteur d'une certaine manière et puis compléter là où l'hôpital ne fait plus. Voilà, dans les grandes lignes. Et mon parcours hospitalier m'a inspiré la réalisation d'une conférence gesticulée que j'ai fait avec l'association L'Ardeur sur la psychiatrie qui s'appelle « Je ne suis pas là pour vous écouter ». Ah, formidable, voilà. Formidable, les conférences gesticulées, j'adore. Pierre, on va faire par ordre alphabétique. Je suis un petit peu plus âgé que Féti, Donc, mais je suis psychiatre de base de secteur. J'ai commencé par exercer en hôpital dit spécialisé, puis qui sont devenus les EPSM, établissements publics de santé mentale. Avant, c'était CHS. Donc, j'ai été chef de service dans un CHS et maintenant, je suis chef de service dans un secteur à l'hôpital général. Donc là, c'était sur le littoral du côté de Dunkerque, Gravelines-Grande-Synthe plus précisément, et maintenant, donc à Lens, donc avec le RCL. Et donc, ce qui fait un gros changement. Alors bon, je suis aussi vice-président de l'Union syndicale de la psychiatrie. Je fréquente le printemps de la psychiatrie, comme un grand nombre d'entre nous là. Voilà. Non, mais on aura l'occasion de revenir de toute façon sur les expériences, puisque je rappelle que cette émission, c'est justement l'occasion pour les professionnels de parler de leur pratique, de parler du terrain, là où souvent dans l'actualité, on n'entend parler que des discours institutionnels ou des pouvoirs publics, et donc de faire émerger. Donc l'intérêt de cette émission, c'est de faire émerger une parole de terrain et des professionnels de terrain qui font vivre quotidiennement le système de santé, en l'occurrence le système public de psychiatrie. Bon, donc je propose de découper cette émission en 3 temps. D'abord, essayer de faire un petit peu d'histoire, en tout cas de manière allusive, c'est-à-dire de là où on vient et de montrer à quel point ou de souligner à quel point la psychiatrie a été novatrice, notamment dans les années 50, 60 et 70. Avec sa contestation de la logique asilaire et puis cette articulation très étroite entre projet de soins et projet militant, et puis de voir comment la sectorisation psychiatrique, cette politique de secteur psychiatrique s'est mise en place et comment finalement elle s'est délitée, à peine mise en place, dans les années 80, elle a commencé à subir les assauts des pouvoirs publics avec la maîtrise des dépenses publiques de santé, et puis jusqu'à HPST, Hôpital Patient Santé Territoire en 2009. Donc une sorte de chemin de croix pour une idée qui était à la fois belle et bonne, très généreuse et très pertinente. Alors, premier temps de cette émission, pour nos éditrices et nos auditeurs, faire un petit point d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, qui a donné lieu à un projet psychiatrique à la fois médical, politique, social. Donc après l'hécatombe des fous, comme on dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis quels ont été les différents projets qui se sont affrontés, ou en tout cas qui se sont même complétés plutôt qu'affrontés, autour de cette contestation de la logique asilaire. Jean. Oh, ben merci. Oui, alors, il y a eu le choc. À la Libération, ça a été les dizaines de milliers de personnes qui étaient mortes dans les asiles psychiatriques. C'est-à-dire que selon les auteurs, on est autour de 40 000 personnes qui sont mortes, mais pas n'importe comment, qui sont mortes de faim dans les hôpitaux psychiatriques. Et à la Libération, même pendant l'occupation, il y avait eu des réunions où pas mal de psychiatres alertaient sur ce qui se passait effectivement dans les asiles anciennes modes, sans avoir forcément d'écoute, et qui, dans la droite ligne un peu des jours heureux, qui sont sortis avec des psychiatres militants, des psychiatres résistants, avec un projet, ce projet qui va prendre corps avec la circulaire de 1960, sur la sectorisation en psychiatrie.
Alors la sectorisation, c'est pas une vision géodémographique de découpage en camembert du territoire, c'est une vision politique. Et quand on dit une vision politique, c'est-à-dire que chaque secteur a une obligation par rapport à une population, a une obligation de répondre à la demande de soins. Ce qui a survécu quasiment jusqu'à aujourd'hui, c'est la gratuité d'accès aux soins, c'est-à-dire que quand on va consulter un CMP, on ne demande pas la carte bleue. Alors CMP, je rappelle pour nos auditeurs. Alors centre médico-psychologique, c'est ce qui va être dans l'idée de la réforme, le pivot de l'organisation du secteur. On peut aller consulter librement, anonymement et gratuitement. Et une autre idée force de la sectorisation, c'est une même équipe qui va assurer le suivi d'une personne qui va être en demande de soins, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit hospitalisée ou autre. Il n'y a pas de rupture de continuité normalement dans la prise en charge. Et donc, effectivement, il y a à la fois la vision globale du secteur, des problématiques qui sont liées au secteur en particulier, selon les endroits. Bon, moi, je prends l'exemple de Toulouse, puisque à Toulouse, on avait, dans le secteur où je travaillais, on avait 2 CMP, 2 centres médico-psychologiques, un en zone rurale et un en zone urbaine, pour pouvoir répondre de façon différenciée aux besoins de la population. Voilà. Et en même temps, l'idée, c'était effectivement d'arriver à soigner et accueillir les gens au plus près de leur lieu de vie, sans qu'il y ait un phénomène de désinsertion, effectivement, ou de déconnexion entre leur milieu de vie, tout ce qui peut être lié à l'hospitalisation. Alors, je précise, mais on y reviendra plus tard, que Toulouse est un cas particulier aussi depuis cette période, puisqu'à Toulouse, on va démarrer. Il va y avoir un quart de lit de service public, parce que c'est le service public de secteur, avec tout ce qui est le privé non lucratif, qui participe à l'organisation du secteur. Et à Toulouse, les 3/4 des lits sont des lits de privé lucratif. Et ça, bon, dans la suite de l'histoire, ça va avoir une certaine importance. Et maintenant, si quelqu'un veut compléter... Merci Jean. Alors juste quand même pour rappeler effectivement le point clé, c'est une contestation, en tout cas la découverte du drame de l'enfermement et de la mort de faim de milliers de malades psy pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce projet aussi, on va le voir avec la crise actuelle, c'est d'autonomie ou d'autonomisation de la psychiatrie par rapport à la neurologie. C'est-à-dire l'idée que la psychiatrie doit avoir son autonomie, que les entités morbides en psychiatrie ne sont pas il n'y a pas de lésions, par exemple, organiques, et que donc ça appelle en quelque sorte une certaine forme d'autonomie de la psychiatrie par rapport au reste de la médecine, qui est plutôt une médecine des lésions, voilà. Et donc il y a aussi ce projet-là, me semble-t-il, d'émanciper la psychiatrie par rapport à la neurologie, étant entendu qu'aujourd'hui on est en train d'assister à une réaction au sens politique du terme, une réaction au sens où la psychiatrie retourne dans le giron de la neurologie avec les neurosciences, etc. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce point? Je veux bien, moi. Oui, Pierre. Oui, donc l'asile, c'était à une certaine époque l'idée d'extraire les gens de chez eux, les mettre à la campagne, les isoler, les concentrer, ça pouvait les aider. Ce qui peut-être a eu ses effets, hein, je ne sais pas, j'étais pas là, je vais dire à l'époque. Bon, mais donc. Mais évidemment que la révolution entre guillemets dont on parle, c'est le retour à quelque chose de plus hétérogène, c'est-à-dire à l'idée que on doit pouvoir fréquenter tout le monde et donc sortir la folie des murs et donc permettre à tout un chacun de trouver sa place dans une fonction sociale et politique à l'extérieur de l'asile. Donc je pense que c'est quand même un aspect important des choses. Donc ce que tu disais juste avant, c'est important parce que effectivement, moi quand je suis arrivé là où j'étais, c'était pourtant en 92, hein, enfin 87 d'abord, puis ensuite 92. Alors il y avait 1100 lits, hein,
pourra discuter de la question des lits, mais il y avait 1100 lits. Moi, mon service, il avait 150 lits. Et à l'époque, les gens étaient rangés par catégorie. Hein. Donc, il y avait les déments, il y avait les arriérés, il y avait les déprimés, il y avait les entrées, il y avait les payants, il y avait toute une série comme ça de catégories. Bon. Et évidemment que on est sorti de ça pour permettre à tout un chacun d'avoir des soins qui soient adaptés au sujet, à la personne, et pas simplement à une entité pathologique ou à des comportements, etc. Là, actuellement, on est en train de revenir avec l'idée d'une modernité, hein, alors que finalement, c'est un mauvais terme, mais je dirais que c'est quasiment une pratique révisionniste, hein, c'est-à-dire qu'on revient, on refait exactement, on va reproduire exactement les mêmes travers de la politique asilaire, mais sous une forme qui va être beaucoup plus moderne, avec des symptômes beaucoup plus modernes, les bipolaires, etc. Et donc re-ranger par catégorie et vouloir les exclure les uns des autres, là où ce que décrivait Jean dans l'accueil dans les CMP, justement, l'important c'est l'hétérogène. On a beaucoup travaillé sur les dizaines d'années qui ont passé à déstigmatiser, entre guillemets, la psychiatrie et donc à aider les gens à comprendre que, non, venir au CMP, c'est pas spécialement être un fou dangereux, quelqu'un qu'il faut mettre à l'écart, etc., mais que c'est un endroit où on peut aller pour être écouté, simplement accueilli, évoquer un certain nombre de problèmes, voilà, sans plus. Hein. Et même à une certaine époque, il fallait pas donner sa carte d'identité. Là, actuellement, au prétexte de l'identité-vigilance, il faut beaucoup plus donner sa carte d'identité, mais on peut encore, il faut défendre l'anonymat, au moins dans un premier temps, parce que c'est important que les gens puissent venir, être accueillis, prendre le temps. Hein. Mais bon. Donc là, il y a une régression totale de ce point de vue. Et alors, c'est intéressant parce que le rapport de la Cour des comptes et de l'IGAS actuellement demande à ce que comment ils appellent ça, la gradation. C'est-à-dire que les plus lourds, ils iraient au CMP, hein, et puis les autres, ils pourraient aller dans le privé, disperser, avoir des prises en charge qui soient morcelées, ponctuelles, dans le privé. Ça veut dire que, alors qu'il y a une partie de la loi qui dit qu'il faut déstigmatiser les CMP, eh bien, on viendrait redire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, pour aller au CMP, il faudrait vraiment être très lourd, hein, et qu'on pourrait pas y aller là comme ça, parce que juste ça va pas bien, hein, pour pouvoir être entendu par une équipe. Parce que donc, l'important dans la politique de secteur, c'est la question de la globalité, une approche globale de la personne, en adaptant bien les soins qui soient du côté du psycho, du côté de ce qu'on appelle les hôpitaux de jour au niveau d'activité thérapeutique ou de suivi individuel de psychothérapie, hein, et donc d'une façon qui soit déstigmatisante, quoi. Ah, bon. Voilà, juste, j'ai déjà dit beaucoup, là on y reviendra probablement, hein, mais donc quand même, c'est important parce que à un moment ou à un autre d'aborder cette question. Si j'ai dit 1100 lits tout à l'heure, hein, donc bon, il est évident qu'il a fallu, enfin c'est pas qu'il a fallu, c'est qu'à partir du moment où on a organisé les CMP, le secteur, l'accueil, la continuité des soins, eh bien, l'hospitalisation n'a plus été utile pour un grand nombre de patients. Moi, dans les lits que j'ai fréquentés, il y avait plein de gens à qui, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'avait jamais demandé ce qu'ils voulaient faire de leur avenir, s'ils voulaient rentrer chez eux, s'ils voulaient ci ou ça. À partir du moment où on leur a demandé, ils ont eu quelques envies. À partir du moment où ils ont refréquenté des gens qui habitaient dehors, ils ont eu des envies, alors qu'ils ne les fréquentaient plus, hein, puisqu'ils étaient dans des unités. Hein, voilà. Et donc, moi, dans mon service, on est passé de 150 lits à 40 lits, non pas pour des raisons financières, pas parce qu'il le fallait, pas parce qu'il y avait des injonctions à le faire, mais parce que on n'avait plus besoin d'avoir recours à ces lits. Là, ce qui se passe actuellement, c'est autre chose. Hein, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, et là où déjà des secteurs sont en difficulté, où il n'y a plus de psychiatres, et où donc forcément, s'il n'y a plus de psychiatres, plus de psychologues, plus d'infirmiers, dans les CMP, il y a plus d'hospitalisation, donc plus de lits, donc ça coûte, et donc on veut supprimer les lits. C'est complètement absurde, hein, puisque c'est exactement l'évolution de la psychiatrie de ces dernières années qui a conduit à l'augmentation des lits et aux besoins en hospitalisation. On veut les supprimer. Oui, Pierre, on reviendra sur les origines peut-être de la crise, peut-être avant la pause, donner la parole à Féti qui n'a pas encore parlé.
Désolé pour le temps. Oui, je voulais compléter sur l'aspect de la formation parce que moi-même ayant eu ma formation en tant qu'interne de psychiatrie de 2003 à 2007, j'ai vraiment été formé dans le bain de ce qu'on appelle la médecine somatique, plus précisément organique, c'est-à-dire qui en épouse exactement les mêmes modèles. Le support est organique. Donc, on réduit la psyché au cerveau et tout est matière d'une certaine manière. Tout se joue au niveau des déséquilibres biochimiques dans le cerveau et aussi l'obsession de tout diagnostiquer. Donc, des diagnostics qui doivent recouvrir de plus en plus largement de populations différentes. Un autre aspect de la formation, alors il faut voir que moi je parle de ça justement dans ma conférence gesticulée, c'est-à-dire que moi dans ma formation j'ai médicale avant et pendant l'internat, j'ai beaucoup appris sur les organes de l'humain en fait, mais rien sur l'humain directement, c'est-à-dire que le champ des sciences humaines est complètement occulté. Ce qui paraît vraiment étonnant dans une formation de psychiatre. Et tous les travaux de thèse, de doctorat, de diplôme de psychiatre, etc., la grande majorité était orientée sur des neurosciences. L'autre aspect des choses, c'est l'omniprésence de l'industrie pharmaceutique dans les services de soins. À tel point que, alors non seulement dans les services de soins, mais dans les unités d'enseignement, donc à l'université, auprès des professeurs de psychiatrie. Donc, c'est-à-dire que finalement la pharmacologie devient par la perméabilité avec l'industrie pharmaceutique prend une part trop importante dans l'enseignement. Oui, merci Féti. On va faire une première pause, mais ce qui me semble très intéressant dans vos échanges, c'est que effectivement, on est en train d'assister à une contre-révolution, je dirais politique, mais une révolution au sens géophysique ou astrophysique, c'est-à-dire qu'on est revenu au point où la psychiatrie, en quelque sorte, se réencastre dans la médecine clinique, biomédicale, et alors même qu'elle avait fondé son originalité avec sa plus grande perméabilité aux sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que la maladie psychiatrique, c'est un fait social total, c'est pas seulement un fait biologique, c'est un fait culturel, c'est un fait social, et c'est ça qui a participé de la construction de la politique du secteur après la Deuxième Guerre mondiale. On fait une première pause. Say that we could meet for a minute on 62nd Street. Oh yeah. The city's melting in the heat. I got my flip-flops on my feet. See me walking down 62nd Street. So fast, each day quicker than the last. It means I must be having fun. I hope it carries on and on and on. On the street. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Vive la sociale, et on parle de psychiatrie. Bien, nous reprenons notre débat. Alors, j'aurais aimé quand même que l'un d'entre vous, pour en finir avec l'aspect historique, pour montrer à quel point la politique de secteur psychiatrique était originale intellectuellement, politiquement, même médicalement, de la psychothérapie institutionnelle qui a quand même été un mouvement très fédérateur de ces psychiatres modernisateurs après-guerre.
qui voulait en quelque sorte prendre en charge la globalité de la personne au plus près des milieux de vie. Alors peut-être que Jean pourrait nous dire quelque chose de la psychothérapie institutionnelle. Plus généralement, je m'aperçois que je suis le plus ancien à être rentré en psychiatrie. Ouais, je suis rentré en 78, effectivement, en psychiatrie. Mais au cours des études, on pouvait aborder aussi bien Freud, Lacan, Ferenczi et d'autres, on connaissait Bourdieu, on connaissait Foucault, on connaissait Gentis, on connaissait Deligny. En fait, une fois, j'ai écrit qu'il y avait 3 marraines. Il y avait la psychothérapie institutionnelle qui se penchait sur le berceau, il y avait la psychanalyse et il y avait l'antipsychiatrie. Il y avait un très fort courant antipsychiatrique qui était sur la sociogénèse, pour faire rapide, de ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles, mais de ceux qui pouvaient amener effectivement à des phénomènes de souffrance et de désinsertion. Donc on avait tout ça qui était en mouvement quand on est rentré. Et un phénomène qui est très important aussi, parce que celui-là j'y tiens, on est quelques anciens à y tenir, c'est que quand on rentrait à ce que ça s'appelait un centre de formation en psychiatrie, on était payé. On était étudiant rémunéré en formation. C'est-à-dire on passait 4 heures en cours et 4 heures dans les unités de soins. Ce qui nous permettait effectivement de mettre de la théorie sur la pratique et de voir la pratique au regard de la théorie, et on pouvait quotidiennement remettre tout ça en question. Donc c'était quand même il y avait une sacrée émulation à l'intérieur. Et en même temps, de la théorie, on pouvait rentrer dans les services et faire part de ce qu'on apprenait à l'école. Et quand on revenait à l'école, on pouvait aussi critiquer ce qu'on pouvait voir dans les unités de soins. Enfin, tout ça, ça participait effectivement d'une sacrée évolution. Et il y a aussi on était passé d'une psychiatrie qui avait peu à peu dévié sur une psychiatrie de contrôle social à une psychiatrie de soins, à une psychiatrie qui était dans le respect total du sujet et de l'individu. Ça, c'est tous les apports modernes. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus, mais il y a aussi une autre bascule qui se fait. C'est les premiers médicaments, les premiers neuroleptiques, 1957, en gros, ça doit être le Largactil, quelque chose comme ça, mais qui va, comment dire, on l'a pas perçu d'emblée, mais petit à petit va prendre le pas sur tout le reste. Mais ça va prendre des années, effectivement, pour envahir le secteur. Mais à l'époque, les blockbusters des laboratoires, ils n'existaient pas. Il y avait 4 ou 5 spécialités qu'on pouvait utiliser. Il y avait des gens qui l'utilisaient plus ou moins bien. Mais à côté de ça, on était dans une période d'invention. Alors Pierre parlait de l'accueil inconditionnel. Il n'y avait pas de tri au niveau de l'accueil, effectivement. Et en même temps, ça a été des années 60 aux années 80-90, une période d'invention extraordinaire. C'est-à-dire que dans chaque secteur, il y avait quelques moyens à cette époque-là. C'est-à-dire que les hôpitaux avaient hérité de biens, ils avaient hérité d'appartements, de personnes sans famille qui étaient décédées ou de dons. Et il y avait des domaines immobiliers qui étaient assez importants dans les établissements hospitaliers. Ce qui a permis, dans un premier temps, une reconversion vers l'ouverture, vers la création de structures extériorisées avec des moyens. Mais petit à petit, ce qu'on appelait les bijoux de la couronne, ça va arriver dans les années 80, eh bien, ils vont être vendus du fait que les budgets qui vont être mis en place seront inférieurs au budget nécessaire à l'équilibre budgétaire des établissements. Il y a beaucoup de reconversions, il y a une évolution qui va se faire en vendant les moyens de la psychiatrie jusqu'aux années 2000, où là, tout aura été ratiboisé. Mais Pierre en parlait tout à l'heure. On est arrivé jusqu'à avoir des structures où il y a des gens qui étaient intégrés dans le quartier, où des gens pouvaient venir, rentrer, boire un café. Il y avait une équipe d'accueil, discuter, repartir une demi-heure avant même de rentrer dans une logique de soins ou autre. Il y avait tout un système qui permettait petit à petit de rentrer en contact avec la psychiatrie, différemment d'autres époques où aujourd'hui, il faut une prescription, il faut vraiment du temps pour avoir un rendez-vous, où on rentre sous forme de placement sous contrainte, etc. Il faut dire que l'hôpital où je travaillais, en 2000, il y avait 85% de personnes qui étaient en service libre
il y avait 5% de personnes qui étaient en placement sous l'autorité préfectorale et 10% en gros sur demande de la famille. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. C'est-à-dire 90% des gens qui sont admis dans l'établissement de soins sont en soins sous contrainte au moment de l'entrée. Oui, c'est très, très intéressant. Pierre, peut-être quand toi parce que Féti est plus jeune, sans être, je veux pas être désagréable, mais Féti est plus jeune. Mais quand tu es rentré dans le monde de la psychiatrie en tant que psychiatre, quelle était la situation? Bah, j'y venais tout à l'heure, hein, mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean, hein, et la question de la psychothérapie institutionnelle, des deux jambes qui sont décrites de la psychanalyse et de la politique. Hein, bon. Voilà, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. La question de l'institution, et donc il y a eu les camps aussi, hein, et les dégâts, et la manière dont on pouvait considérer que l'institution pouvait être toxique et pas simplement soignante. Hein, et donc l'idée, c'était de soigner l'institution, d'avoir une réflexion continue sur la pratique, sur soi-même, sur les questions du transfert, du contre-transfert et de la mort. Ce que j'évoquais tout à l'heure de patients qui étaient dans des unités depuis des années, à qui on n'avait jamais demandé, ou depuis fort longtemps, ce qu'ils voulaient faire de leur vie, ce dont ils avaient envie, hein, on est là dans quelque chose qui annihile la personne. C'est ça l'asile, hein, de l'époque. Hein, bon. Donc, donc on a mis en place donc les centres médico-psychologiques. Enfin, ils y étaient déjà plus ou moins, mais il y avait très peu de moyens à ce moment-là dans ces centres. Hein, mais donc ça a permis donc de redonner une place à tous ces gens qui étaient dans l'institution. Hein. Oui, alors tu as dit quelque chose, à mon avis, Pierre, très important, parce que les auditrices et les auditeurs savent qu'il y a eu énormément de controverses autour de la psychanalyse. C'est que dans toute cette politique de sectorisation, dans la psychothérapie institutionnelle, la psychanalyse avait une place très importante. C'est-à-dire que c'était des psychiatres qui étaient férus de psychanalyse. Et pourquoi la psychanalyse? Parce que la psychanalyse donne une autonomie aux faits mentaux, aux processus mentaux, psychologiques, etc., par rapport à ce que disait Féti, l'approche purement lésionnelle, organique, matérielle de la maladie mentale. Oui, la psychanalyse a été totalement partie prenante de tout ça. Ça aurait été impossible autrement. Sur ce que disait aussi Jean par rapport à l'antipsychiatrie, alors c'est intéressant parce que les gouvernements, et c'est pour ça, la réutilisation d'un certain nombre de termes par les gouvernants, les administratifs, les comptables, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et donc, en l'occurrence, s'emparer de gens qui dénoncent la psychiatrie comme quelque chose comme une catastrophe, quoi, hein, d'une certaine manière, et de vouloir détruire les hôpitaux, les lits, etc. On peut s'emparer, hein, donc de formulations de praticiens pour les utiliser après dans un sens qui est totalement dévoyé, là où même parmi les férus de l'antipsychiatrie, il s'agissait quand même d'aller redonner une place, hein, à la population. Hein. Voilà. Oui, parce que l'antipsychiatrie, pour ceux qui nous écoutent, il y a eu un mouvement très radical en Italie autour de Basaglia, qui était la destruction même de l'institution psychiatrique, hein, en disant que c'est la. Alors pour ceux qui ont vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un peu la même période, c'est-à-dire c'est la psychiatrie qui produit les fous et qui contrôle en quelque sorte, c'est du contrôle social. Voilà, donc il y a eu un mouvement très violent, très virulent et très militant aussi de contestation de l'asile et de la psychiatrie en Italie. En France, ça a plutôt pris la forme de la psychothérapie institutionnelle qui, comme le dit très bien Pierre, visait d'abord à soigner l'institution avant de soigner les gens, en disant que c'est aussi l'institution qui pouvait rendre malades les gens. Et pour ceux qui connaissent la sociologie, il y a un grand livre de sociologie d'Erving Goffman qui s'appelle Asile, qui montre bien ça, c'est-à-dire que ce qu'on considérait des comportements, je dirais, de malades psychiatriques ne sont que des ajustements rationnels à une institution qu'il appelait totale. Féti, veux-tu rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, moi je peux témoigner de l'après. Oui, oui, mais alors vas-y, c'est intéressant. Non, mais parce que la question est la suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un âge d'or
de la psychiatrie, je dirais dans les années 60-70, que Pierre disait finalement, il y avait peu de moyens dans les centres aussi médico-psychologiques. Est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or de la psychiatrie dans les années 60-70 et finalement on aurait été chassé du paradis, je ne veux pas dire du paradis terrestre, mais en tout cas de cette effervescence dans le monde psychiatrique post-68? Ben, en tout cas, on peut parler d'un âge, je dirais, noir de la psychiatrie. Je sais pas. Après, je laisserai les autres dire s'il y a eu un âge d'or. Moi, j'ai l'impression, rétrospectivement, parce que je l'ai pas connu. En fait, moi, je suis né un an après la prise de poste de Jean Vigne. Donc non, moi, quand je suis arrivé à l'hôpital. C'est cruel de rappeler ça. Quand je suis arrivé à l'hôpital du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen, interne, donc on était en 2003. Pour moi, le secteur, ce qu'on m'en expliquait, c'était une organisation en fait de soins. Donc on avait complètement dépolitisé la chose. C'est-à-dire, il y a des structures extra-hospitalières qui sont censées répondre aux besoins d'une population, mais déjà, on ne s'étonne plus qu'il y a des territoires où il y en a plus. Où les gens doivent faire 50 km pour y aller, etc. Non seulement ça, mais la plupart des psychiatres hospitaliers, pour se faciliter la tâche, recevaient en consultation leurs patients dans les unités d'hospitalisation. C'est-à-dire que même quand il y avait encore les murs du CMP, ils n'étaient souvent plus investis par les professionnels, les psychiatres en tout cas, qui n'intervenaient plus que sur des urgences, des trucs comme ça. Et donc moi j'ai assisté aussi à la fermeture des hôpitaux de jour, donc des possibilités des lieux d'accueil. Les moyens, ils ont probablement, certainement fondu comme neige au soleil, et plus probablement à partir du virage libéral des politiques publiques dans les années 80, je suppose, c'est ce que je reconstitue après. Mais moi, sur le temps où j'y ai été, j'ai vu les moyens fondre comme neige au soleil. Donc je crois qu'il y a vraiment eu une accélération au point qu'il n'est plus possible de penser auprès des patients des sorties thérapeutiques, des séjours thérapeutiques, simplement aller faire une balade dans le parc pour discuter avec un patient agité qui arrive à l'hôpital, etc. Ce que j'ai vu au tout début de ma formation n'existait déjà plus à la fin, quoi. Et sur la question des pratiques, en gros, c'était le médicament, c'était le maniement des psychotropes. C'est-à-dire que c'était complètement impensable qu'on fasse sans psychotropes. N'importe quel patient arrivant à l'hôpital avait au minimum des tranquillisants, un somnifère et toutes les prescriptions en cas de besoin. Donc on anticipe qu'il y ait une agitation, on anticipe qu'il y ait une crise d'angoisse, on anticipe tout ça. Et puis ensuite, on laisse les paramédicaux se démerder avec ça, grosso modo. Alors ça, c'est d'autant plus vrai que je dirais, moi j'ai reçu un enseignement dans la droite ligne de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine centrée sur les évidences scientifiques. En réalité, on est vraiment dans une idéologie scientiste, quoi. C'est-à-dire que pour expliquer simplement, on ne va utiliser les outils thérapeutiques, en l'occurrence les médicaments, que selon les résultats d'études statistiques qui ont montré leur efficacité. Mais sur quoi? Sur des symptômes, aucunement sur, je dirais, le devenir des gens, sans prendre en compte leur histoire, sans prendre en compte le contexte, etc. Donc c'est après ma formation que moi j'ai commencé à découvrir ce qu'était la psychothérapie institutionnelle, par exemple. C'est après ma formation que je me suis intéressé à la psychanalyse, parce que de toute façon, c'était une période de chasse aux sorcières de la psychanalyse. On mettait dehors, nous, à Rouen, il y avait l'antenne clinique de l'école de la cause freudienne qui faisait ses séminaires à l'intérieur de l'hôpital. Ils se sont fait virer manu militari à la fin des années 2000, quoi.
Oui, enfin, c'est un sujet très important, ça, parce que la rupture de la mémoire du secteur, c'est-à-dire que à la fois, on voit bien que l'histoire de la psychiatrie est très riche, de l'après-guerre, hein, l'histoire de l'après-guerre est très riche, et en même temps, il y a eu un oubli, et ce que tu dis, Féti, dans tes propres études et ta formation, c'est que finalement, tout cet héritage-là a été perdu. Alors, on y reviendra après une courte pause, mais c'est aussi, par exemple, la fin des infirmiers psychiatriques qui, eux aussi, portaient toute cette tradition de la psychothérapie institutionnelle, cette culture de la psychothérapie institutionnelle. Et donc, on a organisé, je dirais, l'oubli et est-ce qu'on l'a organisé sciemment? Certainement, mais on en reviendra, l'oubli de l'extraordinaire richesse de la psychiatrie des années 60, 70 et même 80. Et si tu me permets, Frédéric, simplement pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est à tel point vrai que, par exemple, Lucien Bonafé, qui est vraiment le père du secteur, un des pères fondateurs du secteur, a œuvré comme psychiatre à Sotteville-lès-Rouen pendant 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Et je n'en ai jamais entendu parler au cours de ma formation. On fait une courte pause. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Vive la sociale, et on parle de psychiatrie. Bien, donc on revient sur ce débat autour de la psychiatrie et son histoire oubliée et toute cette effervescence intellectuelle, sociale, politique, médicale de la psychiatrie dans les années 60-70. Et Féti nous disait que finalement, dans sa formation, puisque lui c'est un jeune psychiatre, il a 44 ans je crois. 42 ans, tu vois, je te vieillis. Et en quelque sorte, on n'a pas transmis cette histoire où on a organisé l'oubli, l'amnésie de cette histoire très riche. Et tu voulais dire quelque chose autour de Bonafé. Oui, ce que tu dis est à tel point vrai que Lucien Bonafé, qui est un des pères fondateurs du secteur, de la politique de secteur, a œuvré à Sotteville-lès-Rouen pendant 10 ans et que j'en ai jamais entendu parler dans ma formation. Ce qui est quand même sidérant, puisque Bonafé, c'est quand même une des grandes figures de la psychiatrie française et du renouveau de la psychiatrie française et de la psychothérapie institutionnelle après-guerre. Donc, on va approfondir ça avant d'en venir juste à la crise actuelle sur comment on a fait pour oublier toute cette histoire très riche, sur l'évolution du métier d'infirmier psychiatrique, par exemple. Pas forcément. Tu posais la question de l'âge d'or. Oui. Pour moi, il n'y a pas eu d'âge d'or. Mm-hmm. Il y a eu des moments où on a pu inventer, où on a eu des capacités d'évoluer, où on pouvait enrichir nos pratiques. On était en évolution permanente. Donc ça, on pourrait dire que... Mais c'était aussi très hétérogène, comme a dit Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire que le premier CMP à Toulouse, il a ouvert en 90, 30 ans après la loi sur le secteur. Mm-hmm. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient se faire à un endroit ont mis 10, 15 ans, 20 ans à se faire à un autre. Mais par contre, il y avait quand même la richesse des rencontres.
Et là, les rencontres de psychothérapie institutionnelle nous permettaient, entre professionnels, de nous rencontrer, de savoir qu'il se passait quelque chose à tel endroit. Et il y a quand même eu une bascule qui est très importante. C'est la considération de la personne hospitalisée, du patient, du fou, etc. Et au moment où on a pu, nous, moi, quand j'ai débuté, c'était l'asile pur et dur. Parce que tous les gens qui avaient les moyens, les agités, les indigents se retrouvaient à l'hôpital psy public, et les 70% autres étaient dans le secteur privé lucratif. Ce vers quoi on est en train de revenir, en gros, avec les tri actuels. Et donc, on avait aussi des gens qui nous inspiraient à l'époque. Avant même que les neuroleptiques arrivent, on étudiait à l'école d'infirmiers la thèse de Pommel, soins aux agités, aux indigents. C'est-à-dire qu'avant que les neuroleptiques, les calmants, tous ces produits-là existent, il y a des gens qui arrivaient à travailler sans enfermement, sans attacher les gens, dans une certaine forme de liberté. Maurice Dide, qui était un psychiatre d'avant-guerre, psychiatre résistant, déjà il avait subi les foudres de l'administration, mais on y reviendra avec HPST. Pour lui, il considérait que l'hôpital, c'était l'endroit où les fous avaient le droit d'être fous. C'est-à-dire qu'il était contre l'enfermement, il était contre la contention, et il essayait de créer des espaces justement où on pouvait s'exprimer. Et donc moi j'ai eu la chance de rentrer en formation à cette période-là, quoi, où c'était vraiment une richesse et où on a pu porter autant du côté des infirmiers que des nouveaux psychiatres qui arrivaient, qui étaient aussi formés à la politique de secteur. On a porté l'évolution de l'institution. On a soigné l'institution petit à petit. L'irruption du droit des patients. C'était des zones, il y a des endroits, on peut dire carrément, c'était des zones de non-droit. C'était les gens qui arrivaient, y compris de prison, ils voulaient repartir en prison parce qu'ils étaient plus maltraités et à un moment donné, ils subissaient l'enfermement pire à l'hôpital psychiatrique qu'ils ne le subissaient en prison. Tout ça, il y a eu des périodes où on a pu porter à bout de bras cette évolution. Mais par contre, quand on est arrivé vers la fin des années, vers les années 2000, ce qui a été très dur pour ma génération, c'est qu'on a vu le retour de Balancier. Ce que Bon a fait que citait Féti tout à l'heure, appelait le grand renfermement. Ce grand renfermement, on l'a vu venir et on n'a rien pu faire pour s'y opposer. Tu parlais de la psychanalyse tout à l'heure. La psychanalyse n'était pas un champ directement opératoire dans le soin, mais beaucoup d'infirmiers avaient suivi une psychothérapie et ou avaient fait une cure analytique et apprenaient à être eux-mêmes leur outil de soin. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas impunément en psychiatrie. On est dans une évolution, tout soignant est en évolution permanente, mais surtout, je pense, en psychiatrie, où là, on avait découvert les supervisions, les réunions de régulation, c'est-à-dire on travaillait sur nous-mêmes par rapport à la relation qu'on pouvait avoir avec l'autre et sur la considération de l'autre. Donc on accompagnait, on n'était pas des gens avec un savoir tout fait, à devoir appliquer un savoir sur les personnes qui étaient en soins. On accompagnait des personnes, on faisait du cousu humain, comme m'a dit Pierre il y a peu de temps, où on s'adaptait, où l'équipe, où la démarche de soins s'adaptait à la personne qu'on accueillait. Et ça a été, on s'est rendu compte il n'y a pas eu, on peut pas pointer un âge d'or, mais on peut pointer une période où le balancier s'est retourné, où du fait de l'hospitalocentrisme, parce que c'était toujours, même s'il y avait plein de structures extérieures, même si 70% de l'activité se passait à l'extérieur de l'hôpital, c'est l'administration hospitalière, avec sa propre conception de la gestion de l'organisation des soins, qui restait dominante et qui était, qui en quelque sorte travaillait à sa propre survie. Dès qu'on a commencé à manquer de moyens, qu'est-ce qu'on a fait? Mais petit à petit, on a fermé tout ce que l'invention psychiatrique du secteur avait pu mettre en place à l'extérieur. On l'a rapatrié à l'intérieur pour faire face à une demande sociale qui redevenait une demande de contrôle social plus qu'une demande de soins. J'arrête là parce que oui, Jean, mais c'est très intéressant, mais il faut rappeler que tous les grands noms de la psychiatrie
de cette période des années 60-70, Houry, Bonafé, Toscaïès, etc., étaient des militants politiques aussi. Ils étaient soit militants au PCF, Parti communiste, soit ils étaient anarchistes, mais en tout cas, ils portaient la psychiatrie s'imbriquait dans un projet de société plus globale, plus juste, plus respectueuse des hommes, alors que la crise de la psychiatrie qui s'amorce à compter des années 80 se déroule sur une toile de fond de dépolitisation finalement, ou même être militant aujourd'hui, on va y revenir, en psychiatrie, c'est devenu un stigmate. Être militant, c'est être politisé, etc. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt bien vu. Pierre, peut-être quelque chose à rajouter ? Ouais, on va arriver très vite à la dictature comptable. Ouais. Parce que c'est quand même. Tu peux faire la transition, Pierre. C'est quand même ça qui nous a mis dedans. Donc bon, mais c'est pas seulement la psychiatrie, parce que il y a eu progressivement les déremboursements, les franchises, les complications pour l'accès aux soins. Ce que j'en évoquais tout à l'heure de l'accueil, etc. Si les gens peuvent penser que si c'est pas clair pour eux qu'ils vont être accueillis, on va les écouter, quelle que soit leur situation sociale, leur diagnostic, etc. Ils vont pas y aller. Ou si on va les ficher, on voit actuellement la tentation avec OpsiWeb, etc. Donc de vouloir ficher tout le monde, ils vont pas y aller. Donc forcément, s'ils y vont pas, s'ils attendent, ils vont aller plus mal. Donc, tu arrives aux crises, tu arrives aux urgences de l'hôpital, tu arrives à une augmentation de la violence institutionnelle, une augmentation de la contention, etc., etc. Donc, on voit bien, le processus qui nous conduit à une situation complètement catastrophique avec surtout l'augmentation de la violence institutionnelle. Mais déjà précédemment, on a parlé, Jean a parlé de l'hétérogénéité. C'est vrai que l'âge d'or, non, parce que d'abord, les situations étaient inégales d'un endroit à l'autre. Ce qu'il décrit, c'est quand même d'abord partie des endroits où il y avait du moyen, c'est-à-dire de l'asile. C'est-à-dire que c'est à l'endroit où il y avait l'asile, le Sotteville, Bailleul, Armentières, etc., à l'endroit où il y avait l'asile et où il y avait des moyens, on a pu faire sortir ces moyens de l'hôpital. Là où il n'y avait pas de moyens, c'était pas possible de faire sortir de l'hôpital. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, dans le sud du département du Nord, il n'y avait rien. Il y avait que des hôpitaux généraux. Il y avait quelques consultations que faisaient des collègues, quand même, même les psychiatres de l'époque. Ils allaient à Maubeuge, à Fourmies, ils faisaient de temps en temps une consultation, une fois le mois. C'était déjà pas si mal. Bon, mais donc, dans les années 80-90, il y avait des écarts qui étaient considérables. Sur le département du Nord, il y avait des écarts qui allaient du Nord-Pas-de-Calais, de la région du Nord-Pas-de-Calais, il y avait des écarts qui allaient de 1 à 30 en équipement des secteurs et des services. Alors, forcément, tu fais pas la même chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même important. Et avec un discours, en plus, complètement absurde. On est déjà dans le comptable, c'est-à-dire dans les endroits où il y avait très peu de postes, où donc les conditions de travail étaient difficiles pour les psychiatres, où il eût été intéressant d'augmenter le nombre de postes pour donner un peu l'idée aux autres de venir en masse, et donc de pouvoir monter des choses. L'endroit où il y avait 4 postes, dont 2 vacants, on vous disait, non, on va pas créer un cinquième puisqu'il y en a déjà 2 de vacants. Tu vois? Donc, ça, c'est des processus, c'était déjà comptable, et donc ça permettait pas d'aller peupler les périphéries urbaines, les périphéries départementales et régionales, parce que c'est quand même là, et c'est maintenant là qu'on retrouve les grandes difficultés, y compris en désert médical de base, pas seulement psychiatrique. Donc les libéraux, ils s'installent là où il y a des services publics, là où il y a déjà du secteur, là où il y a des écoles, là, etc., des hôpitaux, etc. Donc l'idée de dire que c'est les libéraux qui vont remplir les déserts, c'est une connerie monumentale. C'est pas comme ça que les choses se passent. Donc après, il y a eu la course. Ça, c'était probablement en rapport avec un petit peu avec l'antipsychiatrie, mais pas seulement. Donc la course qui a été portée par les institutions, d'hospitaliser le moins possible, de réduire, donc d'avoir une durée moyenne de séjour la plus courte possible. Donc évidemment, ce qui est un processus déjà violent, parce que si tu peux pas, si t'as comme seule idée de battre, on a eu un champion dans le Nord comme ça là
où l'hospitalisation était quasiment interdite, hein, jusqu'à faire déménager des gens parce que si ils étaient trop lourds, ils venaient trop facilement à l'hôpital et donc du coup ça permettait de se faire mousser en ayant moins de durée d'hospitalisation que les voisins. Hein, donc on parle de l'intérieur là. Hein, donc c'est donc à l'époque c'était la course à la plus courte hospitalisation possible. Après, c'est quelle année ça? C'est quelle année pour c'est dans les années, c'est pas si vieux que ça, hein, 90, 2000, par là. Hein, bon, voilà. Hein, donc, donc avec du tourniquet, c'est-à-dire que les gens ils sortent trop vite, ils vont pas bien, ils réapparaissent aux urgences, mais ils sont hospitalisés 20 fois dans l'année, mais 8 jours, 10 jours. Hein, tu vois, donc ça fait du chiffre. Donc la politique du chiffre, on est dans la politique. Après. Même si, parce qu'il est question du financement de la psychiatrie là à l'activité, mais en sous-main c'est déjà existant, c'est-à-dire que les ARS depuis bien longtemps elles demandent des chiffres, elles demandent des diagnostics, elles demandent tout un tas d'éléments et qui forcément influencent les pratiques, hein, parce que si on te dit que si tu multiplies les consultations, tu vas avoir un petit peu de subside supplémentaire, la tentation, elle est quoi? Il y a des chefs de pôle qui ont demandé à leurs collègues, bah non, tu feras pas 30 minutes, tu feras que 15. Tant pis, si les 15 minutes, bah ça fait rien, c'est du brasser de l'air. Ça permet même pas de soigner les gens, ça permet juste de leur dire bonjour, comment ça va, quelle est votre ordonnance. Bon, voilà, hein, donc plus mal, moins bien, on ajoute un peu de psychotrope, on retire un peu de psychotrope, on peut rien faire d'autre. Hein, donc il y a un encouragement, hein, à faire de l'abattage, à faire, à brasser de l'air, mais puis à soigner, à faire des diagnostics aussi, hein, ça c'est les plateformes. L'important c'est de faire peu importe après que les gens soient soignés ou pas. Du moment qu'ils ont leur tampon avec le diagnostic, c'est formidable. Voilà, bon, je vais un peu on voit apparaître des mots comme durée moyenne de séjour, on voit apparaître des mots qui n'existaient pas dans le vocabulaire, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que l'administration prend le pouvoir, si j'ose dire. Donc alors on reviendra peut-être sur les agences régionales de santé, HPST, parce que hôpital patient santé territoire, c'est un moment fort, mais les ARH avant. Les ARH, effectivement, les agences régionales de l'hospitalisation avant, qui préfiguraient les ARS, les agences régionales de santé. Donc, en quelque sorte, une sorte de chape de plomb bureaucratique et centralisatrice avec des indicateurs chiffrés a pris le pouvoir. Mais il me semble quand même qu'il se passe quelque chose à l'intérieur même de la psychiatrie comme discipline médicale, c'est-à-dire qu'il y a la revanche des professeurs de CHU. Et là, Féti pourra nous en dire un mot, c'est-à-dire que là où le pouvoir, si j'ose dire, où l'innovation était d'abord dans les secteurs et dans les CMP, etc., et l'hospitalisation de jour, eh bien finalement on a un retour des grands patrons de la neuropsychiatrie, enfin des CHU qui avaient été marginalisés dans la période antérieure. Féti, peut-être Oui, et il y a, moi c'est très clair que, là où j'étais, donc centre hospitalier du Rouvray, qui était comprenait un service universitaire, un seul parce qu'il y avait qu'un seul professeur de psychiatrie. Déjà, en pratique, c'est le seul service qui avait des internes. Donc les internes, donc les médecins en formation, sont orientés sur ces services-là. Au détriment d'autres services qui ne voient pas d'internes. Donc tout le monde ne peut pas participer de la même manière à la formation des internes et puis les prérequis pour finalement être diplômé se sont aussi un peu uniformisés sur un certain type de savoir, plutôt du côté des neurosciences et pharmacologie. Mais donc il y a ça. Alors nous, ça c'est, je dirais, un truc qui s'est télescopé avec la loi HPST. C'est-à-dire que là où la loi HPST, donc c'est la loi Bachelot qui 2009, voilà, qui fait disparaître en fait les services de soins, qui détruit les services de soins, qui change
qui fait passer le pouvoir médical complètement du côté de la direction, puisque elle abolit les médecins-chefs de service. On doit créer des pôles avec des chefs de pôle qui sont, eux, nommés par la direction et qui ont un rôle plutôt de chef d'entreprise, quoi, de service de soins. Alors, il y a des hôpitaux des hôpitaux psychiatriques dans lesquels la transition s'est faite en un secteur égale un pôle. Nous, ça avait commencé comme ça au Rouvray, mais très rapidement sur la base du service universitaire. Et comme il existait déjà des structures, je dirais un peu transversales, transsectorielles, qui s'étaient déjà un peu développées, comme la psychiatrie des personnes âgées, comme les centres ressources pour l'autisme qui venaient de voir le jour, etc. En fin de compte, il y a un gros pôle qui s'est créé à partir du service universitaire et tout un tas de services comme ça intersectoriels. Et ensuite, ça a été la concurrence, le jeu de la concurrence, c'est-à-dire qui s'associe avec qui pour contrer l'autre. Ce qui a donné au final des énormes pôles qui regroupaient plusieurs secteurs d'une même zone géographique, donc comme un espèce d'énorme secteur. Qui allait donc pouvoir se passer d'un certain nombre de structures extra-hospitalières en recentralisant, je dirais, sur un gros CMP ou sur un gros hôpital de jour, les moyens de différents territoires. Quand c'est pas de la consultation directement à l'hôpital. Donc oui, pour nous internes, c'était très clair que notre enseignement, il passait essentiellement par le service universitaire et les perspectives de carrière aussi. Mmh. Ben c'est ça, Fétis, c'est-à-dire que le cœur, Pierre va rajouter quelque chose, je crois, mais le cœur de la réaction en psychiatrie qu'évoquait Pierre il y a quelques minutes, il part des CHU, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur de la neuropsychiatrie. Pourquoi ? Parce que en CHU, il faut faire de la recherche, publier, et il faut être dans les canons des neurosciences, de la neuropsychiatrie, etc. Et on voit bien que c'est de là que part, je dirais, la mise au pas du mouvement psychiatrique tel qu'il avait émergé dans les années 60 et 70. Pierre ? Oui, c'est tellement pratique de mettre une étiquette et un prix. C'est ça. Bon, avec la tentation à un moment des groupes homogènes. Parce que pour donner un exemple de l'influence sur les pratiques, en Belgique, quand ils ont fait les groupes homogènes à un moment, là, il y avait une prime pour les schizophrènes en quelque sorte. On leur filait un peu plus de pognon. Et les nombres de schizophrènes sont passés à 20% ou quelque chose comme ça d'un seul coup, partout en Belgique. Donc c'est quand même, ça montre bien comment on peut pervertir les choses. Mais ce qui est important dans ce que disait Fétis, c'est que donc avant la loi HPST, d'ailleurs j'ai été le premier à pas être renouvelé comme chef de service à la gloire de la loi HPST. Bon, donc la loi HPST, donc ça permettait plus d'avoir en quelque sorte la maîtrise de ton dispositif. T'avais pas complètement la maîtrise, mais quand même, avec en termes au niveau des CME, au niveau des services, tu pouvais quand même porter des projets. Il y a des gens qui partaient à l'aventure. Ils allaient prendre un poste sur un secteur, sur la côte, là où il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis ils montaient des choses, et puis il y a des gens qui les rejoignaient, etc. Puis une fois qu'ils étaient un peu fatigués, ils retournaient sur un poste en métropole. Mais non, n'empêche qu'ils avaient monté des choses. Avec la loi HPST, ça c'est plus possible, puisque tu n'as pas du tout d'autonomie, d'initiative dans ce que tu peux mettre en place et promouvoir comme projet. Donc voilà, donc c'est quand même. Et puis alors la différence entre les ARS et les ARH, c'est quand même important parce que les ARS, elles ont un pouvoir comptable beaucoup plus important, un pouvoir de contrainte et un pouvoir comptable beaucoup plus important, et en plus elles ont récupéré le social et le médico-social, c'est-à-dire que elles détruisent aussi, pas seulement le centre sanitaire, mais par l'intermédiaire d'appels d'offres, etc. Elles appauvrissent complètement le mode de prise en charge des personnes handicapées ou des enfants, ou au travers de l'ASE, etc., dans le médico-social. C'est-à-dire qu'il y a une casse généralisée. Et ça, c'est quand même tout à fait important. Ils ont un pouvoir beaucoup plus important, et puis surtout, ils sont directement soumis à Bercy, quoi.
À Bercy, Oui, à le Bercy, ministère. parce que c'est pas le ministère de la Santé qui décide, Non, c'est sûr. c'est Bercy et point barre. Hein, voilà. Je vous propose de faire une courte pause et puis on reviendra sur les mobilisations récentes qui ont secoué le monde de la psychiatrie, avec Féti notamment, le mouvement du Saint-Étienne du Rouvray, mais il y avait l'hôpital Pinel à Amiens, etc. Bon, voilà, de revenir sur tout cette effervescence politique et sociale qui proteste contre la casse du service public de la psychiatrie. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantes tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Vive la sociale, et on parle de psychiatrie. Bien, nous revenons après cette courte pause pour évoquer la période la plus récente et notamment les mobilisations qui ont secoué en 2018-2019 le secteur de la psychiatrie. D'ailleurs, la psychiatrie a fait figure de pionnière, puisque après, le mouvement devait s'étendre aux services d'urgence, puis à l'ensemble des services hospitaliers. Féti, tu as sûrement été en pointe dans le mouvement important de Saint-Étienne du Rouvray. Quelles étaient les revendications et puis quel a été le répertoire d'action du côté de Rouen, Saint-Étienne du Rouvray? Ben, quand la grève de la faim a commencé, donc c'était au mois de mai 2018. Moi, j'étais déjà parti de l'hôpital depuis 2 ans. Donc j'étais en disponibilité. Et puis je continuais à suivre un peu l'actualité de l'hôpital. Et je savais déjà qu'il y avait une grève reconductible qui avait démarré plusieurs mois avant. Il y avait eu une occupation des locaux de l'ARS. Il y avait eu des déambulations en ville, etc. Et la grève elle-même de la faim, en fait, elle part de l'intersyndicale du Rouvray, où finalement, après un certain nombre d'actions de grève reconductible, il se passait rien, il n'y avait aucune réponse, quoi. Et eux en étaient vraiment à un point où ça peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à accueillir les patients à l'hôpital comme on le fait. Donc au départ, ça part vraiment de l'hospitalisation. Comme on le fait, c'est-à-dire plus le temps de leur parler, donc agitation sur agitation, et on a recours extrêmement rapidement aux mesures de contention, d'isolement, enfin toutes les mesures coercitives. Donc là, on est vraiment face à des professionnels qui se trouvent dans un conflit éthique qui est plus supportable un seul instant. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y en a un qui s'avance et qui dit, écoutez, moi, pour ça, je suis prêt à aller jusqu'à une grève de la faim. Et donc, d'autres suivent. Et ils conviennent comme ça d'avoir un représentant de chaque syndicat et là, il y avait vraiment tous les syndicats à l'époque représentés. Et ils pensaient que là, ils allaient taper fort et donc il allait avoir une réponse dans les jours suivants. Ils s'étaient inspirés d'une grève de la faim qui avait eu lieu au CHU de Limoges 2 ans auparavant et qui avait duré 4 jours. Donc, ils commencent le mardi en se disant, ils comptent 4 jours, tu vois, ce week-end, on rentre chez nous, tout va bien et puis on aura obtenu un certain nombre de postes. En fait, ce qu'ils demandaient très concrètement, parce qu'ils avaient fait un peu leur calcul, c'est-à-dire au minimum du minimum pour ne pas couler, c'était 50 postes. 50 postes paramédicaux
et avoir la main sur l'orientation de ces postes en fonction des besoins. Et du coup, la grève de la faim a commencé comme ça. Alors dans le mépris le plus total à la fois de la direction de l'hôpital du Rouvray, de l'ARS, si bien que moi j'arrive au 6e jour. On était le dimanche, donc là c'était plus vraiment la même ambiance. Ça a commencé à tourner un peu au dramatique. Où s'est constitué un comité de soutien dont j'ai fait partie, et c'est aussi le moment où les grévistes de la faim disent on ne veut plus être suivi par le SAMU qui est en lien avec les renseignements généraux, la préfecture, et donc là sur place ce jour-là, je me souviens d'un médecin qui prend la parole pour dire, alors c'était pas un médecin, c'était pas un psychiatre de l'hôpital, mais il était là. En fait, j'ai su après qu'il était militant au syndicat de la médecine générale et au NPA, mais il était là et donc il dit maintenant il nous faut des médecins pour suivre les grévistes de la faim. Donc il appelle aux médecins. Donc bon, vu que je suis médecin, j'étais là, j'arrive. Mais je me rends compte que je suis le seul à lever la main en fait, qu'il n'y avait pas d'autres psychiatres tout autour, alors qu'on était bien une centaine à ce rassemblement. Donc je suis rentré comme ça. Dans une espèce de comité médical de suivi des grévistes de la faim et donc un peu plus dans leur intimité d'une certaine manière. Et je me souviens m'être posé la question, mais qu'est-ce que je vais foutre dans cette galère? Je sais pas suivre une grève de la faim. Enfin bon, j'y suis allé comme ça et en fait mon rôle au départ a été un peu de faire tomber la tension, quoi, parce que j'ai posé une question très naïve comme à mon habitude en disant non, bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à mourir pour cette cause? Je sais, ça peut paraître évident, une question con, mais néanmoins cette question elle a permis de détendre l'atmosphère parce que les quelques médecins, on n'était pas nombreux, hein, mais les quelques médecins qui s'engageaient justement à suivre les grévistes de la faim commençaient à se demander combien de temps ça allait durer cette affaire. Et on sait que dans les grèves de la faim, du coup, je l'ai appris à ce moment-là, au bout de 2 semaines, ça commence à être un peu chaud pour la santé. Donc cette grève, elle a duré jusqu'à 18 jours. 18 jours, ils ont fini par faire plier. Alors il y a eu plein d'actions, c'est-à-dire que ça a été extrêmement médiatisé. Ce qu'ils ont réussi de fort et qui a été répliqué ailleurs après les Perchés au Havre, les Pinel en lutte à Amiens, c'est de créer un lieu de rassemblement ouvert au sein de l'hôpital ou aux abords de l'hôpital, ce qui fait que des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'hôpital, soit des militants syndicaux ou des citoyens, venaient là et que la parole se déliait en fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que au piquet de grève, du coup, ils se disaient des tas de choses, et je commençais à faire le parallèle entre ce dont se plaignaient les gens et ce que moi j'avais vécu en fait dans mon combat à l'hôpital, où j'étais parti un peu en cavalier seul. À l'époque, j'étais pas syndiqué, à l'époque, j'étais à peine politisé, on va dire, et en fin de compte, on faisait les mêmes constats. C'est ce qui m'a inspiré l'écriture d'une note de blog qui a fait grand bruit là-bas. C'est que j'ai intitulé la gouvernance à l'hôpital du Rouvray, la face cachée du problème. Parce qu'effectivement, il y avait la question des moyens, c'est ce qui était mis en avant, et ils ont fini par obtenir sur le papier 30 postes à la fin. Sur le papier, parce que la suite de l'histoire nous montre que ça n'a jamais été mis en pratique. Néanmoins, 30 postes, vu l'état de délabrement de l'hôpital, c'était une goutte d'eau dans un océan d'une certaine manière, mais bon, c'était quand même une victoire symbolique. Mais en sous-main, il y avait des tas de problématiques qui étaient relevées liées à la gouvernance, parce qu'à ce moment-là, on avait un président médical, donc de la commission médicale d'établissement, qui était un vrai tyran et qui faisait pression sur les carrières à la fois des médecins, à la fois des cadres infirmiers, et c'est comme ça qu'il arrivait un peu à je dirais, ériger sa forteresse, quoi. Il y avait une terreur en fait, qui était vraiment très partagée dans différents secteurs de l'hôpital, et je crois que c'est un élément qui a fait que ça a pété là-bas. Après, dans la foulée, il y a eu les Perchés au Havre. Alors, faut dire que les Perchés, ils étaient déjà là au début de la grève du Rouvray. Ils venaient soutenir les copains, en fait. Et il se trouve que moi, comme j'ai travaillé aussi à l'hôpital du Havre, je les connaissais.
Et ce que je leur ai dit à ce moment-là, c'est à ceux du Rouvray, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que au Havre, c'est encore pire, parce que moi j'en étais témoin en fait d'une certaine manière, et de fait ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que ça a pris, mais vraiment dans la foulée, je crois le surlendemain où ils ont commencé les soignants à se percher sur le toit des urgences en fait du Havre, ils ont planté les tentes et ils ont dit on ne descend pas tant qu'on n'a pas nous aussi le minimum de moyens pour continuer. Et ça a créé des synergies, ça aussi. C'est-à-dire que après, il y a des agents du Rouvray qui sont allés voir à l'hôpital du Havre comment ça se passait. On se souvient il y a eu des infirmières qui sont tombées en larmes en voyant les tas de délabrement au Havre et en se disant, en se culpabilisant, mais nous déjà on milite de notre côté, mais vous c'est encore pire, etc. En tout cas, ça a créé des synergies entre. Pourtant, le Havre-Rouen, c'est 1 heure de route, c'est la même ARS, mais c'est des mondes qui communiquaient pas entre eux. Amiens, ensuite il y a eu Amiens, l'Épinel en lutte, il y a eu au même moment la psychiatrie parisienne unifiée, tout ça a créé des synergies, quoi. Oui, alors merci Féti. Alors peut-être Jean, mais quand même évoquer les démissions de psychiatres, évoquer aussi le printemps de la psychiatrie. Enfin, il y a eu tout un mouvement, hormis ces mobilisations locales et comme l'a dit très bien Féti, qui ont fini par se rejoindre et se connecter, peut-être parler des mouvements plus généraux qui, en quelque sorte, visent à porter une parole plus globale dans la crise de la psychiatrie. Jean. Là, c'est le syndicaliste qui va parler un peu. C'est-à-dire que en face, la stratégie a changé. Il y a eu les mouvements infirmiers de 88, 91, psychiatrie 93. C'était des soulèvements généraux. La stratégie en face, elle s'est adaptée. C'est-à-dire qu'on va voir petit à petit, ils vont, à la création des ARH, 95, 96, etc., ils vont attaquer une région ou un département, puis un autre plus tard, etc. Ce qui fait que le problème qu'on a depuis maintenant quasiment 30 ans, c'est d'arriver à avoir des mouvements unifiés. C'est-à-dire que il y a eu le Vinatier qui a bougé, que moi, une fois, quand j'ai eu le tableau à Lyon, oui. Quand j'ai eu le tableau de bord, quand j'étais sur des responsabilités nationales, il devait y avoir, en gros, 40 à 50 mouvements infirmiers, une vingtaine sur la psychiatrie, mais tous désynchronisés les uns des autres. Et sans possibilité, on travaillait, Sud et la CGT, on travaillait de façon très proche sur ces questions-là. On n'arrivait pas à créer un mouvement de fond, parce que chacun voyait, enfin, il y a une dépolitisation aussi globale des salariés, qui fait que on avait beau dire, ça va se passer comme ça, là, ça se passe à tel endroit, mais ça va se passer chez vous. Ah ben non, mais nous, chacun voyait midi à sa porte, pensant qu'ils allaient pouvoir résister parce que c'était pas possible que ça nous arrive à nous. Et on vient de vivre à peu près 30 ans d'abcès comme ça qui se créent, de foyers d'explosion et puissantes. À Toulouse, en 2009, on a campé pendant, je sais plus combien, quasiment 2 mois, un peu plus de 2 mois, devant l'hôpital, 24 heures sur 24, pour obtenir un rebasage budgétaire, etc. 10 ans plus tard, il a fallu remettre ça, mais à aucun moment, les mouvements ne se sont synchronisés les uns aux autres. Et la création du printemps de la psychiatrie, c'est un peu cette volonté d'essayer... Alors, en quelle année essaie de nous dire, de le situer un peu. Dans la foulée, il y a eu Marchand, là, la dernière, c'était 2019. Donc, il y a eu Marchand à Toulouse, il y a eu le Rouvray, il y a eu l'Épinel, etc. On s'est dit, mais il faut qu'on arrive à échanger nos expériences. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que même si on avait l'illusion de gagner quelque chose, on ne gagnait rien. Parce qu'une fois que la mobilisation retombait, les administrations faisaient ce qu'elles voulaient, y compris des sous, enfin, des rebasages budgétaires qu'on avait gagnés. Donc, il y a tout un réseau quand même qui communique toujours. On s'est dit, mais il faudrait on a eu plusieurs réunions en France comme ça, que les gens de Rouen et les gens d'Amiens et les gens de Toulouse et les gens du Vinatier, ils se retrouvent pour justement faire le bilan de leur lutte, le bilan de l'expérience de ce qu'ils avaient vécu, et pour essayer de porter ça, pour essayer de créer une mobilisation d'ensemble en disant, mais vous y passerez tous. Ce qui arrive aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Féti ou Pierre qui en a parlé tout à l'heure,
avec les structures de réhabilitation psychosociale, tous les hôpitaux, les uns après les autres, passent à la même moulinette. Les unités de soins moyens, long cours qui existaient, qui faisaient déjà de l'accompagnement à la réinsertion, à la réhabilitation, n'importe comment qu'on l'appelle, tous on y passe, mais le mouvement a été enclenché il y a 5-6 ans, mais il n'est pas enclenché à tous les endroits en même temps. Donc les politiques qui sont en face ont très bien compris qu'à un moment donné, les mesures qu'ils prenaient, HPST, c'était un bloc. Donc là, il y a eu une grosse mobilisation nationale. On a vu les patrons, etc., se mobiliser. Mais après, quand on a voulu le décliner, ça s'est décliné. Et puis on voit même, quand on a le tableau de bord national, les directeurs, les bras armés de l'ARS, qui changent d'établissement. Ils vont créer la structure, ils vont casser l'intra-hospitalier à un endroit en mettant les structures intersectorielles à un endroit. 2 ans plus tard, ils sont nommés à un autre. Ils vont faire la même chose à l'autre endroit, où il va y avoir aussi des mouvements de revendication, etc., etc. Mais petit à petit, ces questions-là, elles tournent et il y a pas de possibilité de créer un mouvement d'ensemble. Donc, il y a 3 ans à peu près, il y a le printemps de la psychiatrie qui va naître, qui est une tentative de réunifier tout ça, et qui est encore en train de ramer pour pouvoir y arriver. Bien, Jean, je vais quand même donner la parole à Pierre pour finir. Il nous reste très peu de temps, il faudra qu'on refasse une émission, parce que c'est un sujet en soi, la psychiatrie inépuisable. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, mais je pense que le printemps de la psychiatrie, c'est janvier 2019 et que c'est surtout un manifeste. C'est-à-dire que en janvier 2019, il y avait la neige, on était tous place de la République, donc ceux de Picardie, ceux de Normandie et d'un certain nombre d'endroits en France. Et donc, à l'issue de cette manifestation, d'interpellation de Voneur qui était responsable. Martine Voneur. Ça, voilà, exactement. Donc, on a donc décidé de travailler à un mouvement, comme le dit Jean, et donc, mais surtout à l'élaboration d'un manifeste, d'un manifeste de renouveau des soins psychiques. Et j'invite les auditeurs à aller le consulter sur le blog du printemps, parce que du coup, il s'agit d'aller défendre des pratiques partout, en notre place, de psychiatres, d'infirmiers, de psychomotes, de patients, de citoyens lambda, etc., etc. Et donc, voilà, il s'agit de s'unir pour promouvoir ça. Bon. Mais donc là, effectivement, on est dans quelque chose d'extrêmement difficile puisque les bandits sont au pouvoir. Castex, il a soutenu la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité qui a complètement foutu par terre l'hôpital et qui nous a conduit à la crise actuelle, puisque il n'y a plus de lits nulle part, de réa, etc. Enfin bon, tout a été foutu par terre. C'est grâce à la T2A, donc Castex, et grâce à Bachelot, qui maintenant est à la culture, mais qui a donc fait la loi HPST et donc cassé donc la possibilité d'une orientation qui soit médicale et vers les soins de la santé et de la psychiatrie après, puisqu'on veut faire la même chose. L'idée, là, c'est quand même intéressant de vouloir faire exactement la même chose en psychiatrie pour détruire la psychiatrie. Ça ne peut pas être pour une autre raison, puisque ça a détruit l'hôpital. Bien. Merci Pierre. On va devoir clore cette émission puisque le temps est imparti et bientôt arrivé à son terme. Je remercie donc Jean, Pierre et Féti d'être venus nous parler. Alors évidemment, ça nécessiterait davantage de temps et nul doute que l'émission reviendra sur la question de la psychiatrie. Je tiens juste à mentionner, mais c'est dans une logique corporate, comme on dit, qu'il y a un très bon numéro de la revue Savoir Agir qui est sorti sur la psychiatrie donc en 2020, en juin 2020. Donc voilà, et qui investit et croise les regards de chercheurs et d'acteurs autour de la crise de la psychiatrie et revient sur les origines de la crise, mais aussi les mobilisations récentes. Voilà, donc cette émission s'achève avec. Je vais laisser le dernier mot à Anne. Cette émission s'achève. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, mais il y a encore tant à dire sur le sujet. Anne, je te laisse le mot de conclusion. Eh bien, je crois que tu l'as déjà donné. Et vous pourrez réécouter cette émission lundi prochain
à 8h sur 106.3 et ensuite sur le site de Vive la Sociale, et sur le site de pratique.fr, pratique au pluriel. Et nous cédons la place à Zoom et Collégium.